Dans un instant. Un dernier tour de l'actualité du jour avant de passer à demain. 10 minutes avec Arte Info, édition de nuit, dans un instant. Ce soir. Quand on joue une tragédie, il arrive souvent les malheurs. Il joue la vie de Jésus. Il joue la mort de Jésus. C'est la passion selon Daniel. Putain, une espèce de fou. Jésus de Montréal. Un chemin de croix moderne. Ce soir à 20h40 sur Arte. Ce soir. Des militaires contre des moines. Déjà plusieurs centaines de morts. Des milliers de prisonniers. Et combien de disparus? La révolte pacifique des Bongs met à nouveau en lumière l'inhumanité du régime de Rangoon. Arte consacre une soirée spéciale à la situation en Birmanie à 22h40. Le gouvernement turc peut lancer des incursions militaires contre les rebelles kurdes en Irak, une décision validée par le Parlement d'Ankara. La Turquie accuse les Kurdes irakiens de fournir au PKK des armes et des explosifs. Feu vert pour l'armée turque. Cet après-midi à Ankara, les députés ont donné l'autorisation aux militaires de traquer les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. L'issue du scrutin n'est pas une surprise, mais ce vote ne signifie pas que l'armée turque enverra immédiatement ses soldats faire des incursions en Irak. Une précision apportée par le Premier ministre turc Erdogan avant la séance. La Turquie se trouve dans la situation où elle doit se défendre contre le terrorisme. Nous sommes décidés à faire le nécessaire sans toutefois perdre le sens des réalités. Jusqu'ici, Recep Erdogan a toujours freiné l'armée. Mais depuis que les attentats font de plus en plus de morts dans l'armée et la population civile près de la frontière, l'opinion publique réclame des sanctions. Depuis leur base du nord de l'Irak, les séparatistes du PKK harcèlent les Turcs. Erdogan a lancé plusieurs appels au secours aux États-Unis, sans succès, même si les Américains auraient pu accorder au moins une aide militaire. On ne sait pas exactement comment réagirait la population kurde irakienne. On ne sait pas non plus à 100% à quelle vitesse et comment faire pour vaincre et éliminer le PKK dans cette région très difficile d'accès qui leur sert de base. D'un autre côté, un affrontement militaire de longue haleine est exactement ce dont les Américains n'ont pas besoin en ce moment, car cela risquerait fortement de déstabiliser le nord de l'Irak. Mais depuis que les Turcs bombent le torse, les Irakiens semblent prêts à négocier. Hier, Bagdad a envoyé une délégation de haut niveau à Ankara. Aujourd'hui, les Kurdes irakiens se sont montrés plutôt conciliants. Nous sommes tous d'accord et prêts à négocier en vue de résoudre les problèmes. Nous voulons en effet réaliser l'un de nos objectifs communs, notamment éviter tout affrontement. Ce serait une catastrophe pour notre région et les régions voisines. D'autant plus que les Kurdes irakiens, eux aussi, dépendent de la Turquie qui leur livre la majorité de leur électricité. Ici, à la frontière, le commerce est florissant. À part les rebelles kurdes, tout le monde veut la paix. Les honneurs pour le Dalai Lama. Le président Bush lui a remis la médaille d'or du Congrès américain, la plus haute distinction civile du Parlement. Pékin menace Washington de revoir à la baisse leurs relations économiques. Quand un président américain rencontre un chef spirituel tibétain, forcément Pékin voit rouge. D'autant plus qu'hier, le Dalai Lama a reçu des mains du président Bush la plus haute distinction civile du Congrès américain. Et face aux protestations des Chinois, Bush est resté zen. Les Américains ne peuvent pas avoir réprimé la liberté de religion et fermer les yeux ou se détourner. C'est pourquoi je continuerai à exhorter les dirigeants chinois d'accueillir le Dalai Lama en Chine. Ils se rendront compte que cet homme bon est aussi un homme de paix et de réconciliation. Et dans son discours, le Dalai Lama a tenté de couper court aux protestations du gouvernement chinois. En ce qui concerne l'avenir du Tibet, je profite de cette opportunité pour réaffirmer catégoriquement que je ne cherche pas l'indépendance. Je souhaite une forme d'autonomie pour le peuple tibétain
au sein de la République populaire de Chine. Une autonomie que la Chine rejette catégoriquement. Pour Pékin, le Dalai Lama est un sécessionniste qui ne mérite pas les honneurs que lui réservent les chefs d'État du monde entier, un point de vue partagé par beaucoup de Chinois. Je désapprouve totalement la rencontre de Bush avec le Dalai Lama, ça me met très en colère. Le Tibet fait partie de la Chine et les États-Unis veulent détruire le pouvoir de la Chine en reconnaissant les séparatistes tibétains. La Chine est donc froissée. Pour bien marquer son mécontentement, Pékin a tout simplement annulé une rencontre prévue aujourd'hui à Berlin sur le programme nucléaire iranien. Depuis 20 heures, la plupart des trains sont à l'arrêt. Un jeudi noir en perspective pour les usagers. Les syndicats de la SNCF et de la RATP protestent contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. Dans le personnel de conduite, le conducteur et ainsi que le chauffeur, on disait chauffeur parce qu'il fallait mettre le charbon pour faire chauffer l'eau, quoi. Ils étaient toujours dans cet habitacle-là, vous voyez. Ils devaient toujours se pencher à l'extérieur, quoi. Donc là, ils avaient chaud, puis là, ils avaient froid, quoi. Alors les conditions, c'était pas loin d'être évident, quoi. Alain Descamps est conducteur de TGV. Il sera à la retraite le 4 janvier prochain, la veille de ses 50 ans. Ce régime spécial de retraite est né entre les deux guerres, à une époque où le métier était particulièrement difficile. Un régime qui a souvent été malmené. Mon père était mécanicien à vapeur, c'est déjà arrivé dans les années 50 qu'il devait déjà le défendre, quoi. Donc vous voyez que cette remise en cause des régimes spéciaux, on en parle déjà depuis bien longtemps, quoi. Pour Alain Descamps, comme pour ses collègues, la pénibilité du travail de conducteur de train est encore d'actualité. Malgré l'évolution des technologies, la notion de service à la SNCF impose toujours des contraintes à ses agents. Tout ce qui est nuit travaillée, week-end travaillé, jour férié travaillé, les congés qui ne sont pas forcément à des périodes, on va dire, adéquates, juillet ou août. La continuité du service, quoi. Voilà. Rentré comme apprenti à la SNCF à l'âge de 16 ans, Alain Descamps remplit largement les conditions du régime des cheminots pour partir à la retraite à 50 ans. Une retraite à taux plein qui équivaut à une pension de 2 000 € par mois. Il ne faut quand même pas nous jalouser, quoi. C'est pas comme ça, je pense, qu'on va résoudre les problèmes de chômage et compagnie, hein, et d'équilibre des régimes aussi bien généraux et compagnie, quoi. C'est pas en jalousant son voisin qu'on s'en sortira, hein. On veut aligner tout le monde, c'est une chose, soi-disant sur l'équité, mais enfin bon, on aligne tout le monde sur le bas, quoi. Ben moi, je serai dans l'action le jeudi, oui. Je serai en grève jeudi, oui. Ainsi que de nombreux copains, oui. Dans un contexte où la durée de cotisation augmente régulièrement depuis 15 ans, les acquis sociaux de la SNCF risquent fort d'être perçus aujourd'hui comme des privilèges. Malgré les appels internationaux au boycott, la Birmanie annonce la prochaine vente aux enchères de pierres précieuses. Un pactole qui termine directement dans les poches de la junte militaire. Voici les damnés de la terre de Birmanie. Ces hommes sont des chercheurs de pierres précieuses. Le sol birman en regorge saphir, jade, topaz et surtout des rubis. Ces mineurs travaillent dans des conditions épouvantables. Selon l'organisation ASEAN Alternatif, les mineurs de rubis seraient drogués à l'héroïne. La drogue serait donnée comme récompense à la fin d'une journée harassante de travail. Le rubis birman, le voici. Extrait avec le sang des hommes, il a la couleur sang de pigeon. 90% des rubis de la planète proviennent de Birmanie. Ils sont surtout le nerf de la guerre de la dictature birmane. On estime que les généraux birmans ont gagné 750 millions de dollars cette année avec la vente officielle des rubis. La seule manière d'arrêter la répression est de stopper l'importation de pierres précieuses ainsi que le bois et les métaux. L'Union européenne serait sur le point de renforcer les sanctions. Nous devons prendre des sanctions précises, ça c'est absolument clair. Je voudrais ajouter également que nous restons très préoccupés par la situation très difficile en Birmanie et nous devons bien sûr renforcer la pression sur le régime. Pour faire fléchir la dictature birmane, la communauté internationale devra vraiment intensifier son boycott économique. En attendant, le calvaire des mineurs birmans continue. Et maintenant, les autres nouvelles du monde. Émeute sanglante dans une prison pour jeunes en Russie. La révolte a entraîné la mort de 2 détenus et d'1 gardien. Selon la version officielle, les gardiens auraient ouvert le feu quand les jeunes auraient tenté de s'évader.
La répression a été menée par des unités spéciales de la police pendant plusieurs heures. Une enquête a été ouverte sur ces incidents. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, promet le désarmement forcé au besoin du dissident Laurent Nkunda et de ses 5000 hommes stationnés au Nord Kivu. Cette région dans l'est du pays est depuis fin août le théâtre d'affrontements entre des soldats insurgés ralliés à Nkunda et à l'armée régulière. Nouveau retard pour l'A380, mais cette fois à l'atterrissage. Le premier exemplaire de l'avion livré à la Singapore Airlines est arrivé à Singapour en provenance de Toulouse avec 10 minutes de retard, après quand même 13 heures de vol. Le premier vol commercial de l'A380 aura lieu le 25 octobre de Singapour à Sydney. 471 personnes seront du voyage. Journée mondiale de refus de la misère. La planète s'est mobilisée pendant 24 heures pour dire non à la pauvreté. L'ONU a appelé ses membres à tenir son engagement de réduire la pauvreté de moitié d'ici 2015. Ce matin à Nairobi, juste avant les cours, les écoliers sont allés manifester. Dans tout le pays, des milliers d'écoles ont participé à cette journée d'action contre la misère pour une meilleure scolarisation. L'école doit être gratuite et le gouvernement doit nous écouter. Nous voulons confronter les enfants au monde parce qu'ils en font partie et les dirigeants de ce monde, ils ne sont pas avec nous dans les écoles. C'est pour cela que nous voulons leur montrer que les enfants, eux aussi, ont une voix. En 2003, plus de la moitié des Kenyans vivaient encore sous le seuil de pauvreté et le nombre d'analphabètes est encore très élevé. Ce matin à Nairobi, les enfants demandaient tout simplement que l'ONU respecte les engagements pris il y a 7 ans. Réduire la pauvreté de moitié d'ici 2015, assurer la formation et lutter contre les épidémies. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est donc aussi lui élevé symboliquement contre la pauvreté. D'après la Banque mondiale, 500 millions de personnes souffriraient encore de pauvreté dans le monde. Parmi les pays les plus touchés, l'Afrique subsaharienne avec le Burundi, l'Érythrée, le Congo ou ici le Libéria. Autant de pays africains et pas un seul des objectifs du millénaire n'a été atteint. D'après une récente étude, plus de la moitié des 4 millions de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie vivraient eux aussi en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est dans la misère que sont plongés les habitants de la bande de Gaza depuis la victoire du Hamas et les sanctions de l'Union européenne, des États-Unis et d'Israël. Dans un instant, Court-circuit arrive et dans sa besace, comme toujours, de quoi régaler les amateurs de petits formats. En serez-vous ? Dimanche. La complicité entre un vieil homme et un enfant. Pourquoi ce vieux salopard n'a jamais été mon ami? C'est ton père. Mais c'est rien si tu voyais mon père. Ton père est encore vivant? Non, mais si tu le voyais... Le film de la réconciliation entre Henry Fonda et sa fille Jane. La Maison du Lac, dimanche, à 20h45 sur Arte. Un esprit curieux et inventif, c'est celui du photographe américain Edward Steichen. Cette exposition est la première rétrospective en Europe de son œuvre organisée à partir de 450 photographies d'époque et divers documents. L'un des photographes les plus prolifiques et influents de l'histoire de la photographie au XXe siècle. Digne représentant de la nouvelle vague allemande, les films de Christoph Hausler sortent enfin en DVD en France. Deux films, Le Bois lacté et L'Imposteur, qui témoignent de la vitalité du jeune cinéma outre-Rhin, des films maîtrisés avec un minimum d'effets où domine le malaise et l'angoisse. Le marché de l'art aussi a son off, c'est Slick. Pour sa deuxième édition, ce nouveau rendez-vous reste dans le 20e arrondissement de Paris, à la Bellevilloise. Près de 40 galeries sont invitées cette année. Découvreuses d'artistes émergents, Slick se veut un tremplin vers le marché de l'art international, en profitant notamment du rayonnement de la FIAC en même temps.
dear Captain John Quinn. No! I hate you! I hate you! Oh, curiosity for the adventure ahead! Here's Johnny! Court-circuit. Bienvenue dans ce numéro de court-circuit spécial religion. Le sommaire. La première fois, le cinéaste Khaled Gorbal, réalisateur du film Fatma, se souvient de son premier court-métrage El Mokhtar, l'élu, tourné en 1995 en pleine montée de l'islamisme dur. La sagesse est toujours gagnante, à vérifier dans 4 minutes avec le film L'éveil du moine. Le réalisateur Lou Mao commente différents passages de L'éveil du moine et nous parle de sa relation avec l'art du zen. Dans le film La Goïta, bien des surprises attendent une jeune immigrante polonaise fraîchement débarquée à New York. On ne présente plus le turbulent Jean-Pierre Mocky. Alors qu'il termine en ce moment même une série de courts-métrages adaptés d'Alfred Hitchcock, il revient pour nous sur son rapport avec l'Église et les problèmes rencontrés lors de ses différents tournages. Allez, c'est parti! Parler de l'islamisme dur au cinéma n'est jamais très simple. C'était pourtant le sujet du premier court-métrage du cinéaste Khaled Gorbal. Qu'en a-t-il retenu ? Il faut dire